Salut, j'ai moins de 2 minutes pour vous parler de bioénergie et c'est parti. La bioénergie, c'est une forme d'énergie produite à partir de ressources renouvelables. Par exemple, la biomasse forestière, le tronc, l'écorce, les branches, les feuilles et même les racines sont un combustible qui permet de combler les besoins énergétiques des maisons, des écoles et même des usines. Tout le monde connaît déjà les bûches énergétiques. Alors, je vais vous parler des granules et du biochar. Avec la fibre de bois, on produit un biocombustible solide en granules. Ces granules-là peuvent être utilisées en remplacement du charbon dans plusieurs industries. On parle d'une diminution de 70 à 95 % des gaz à effet de serre. C'est une bonne chose qu'on en exporte beaucoup aussi. Le biochar, c'est un fertilisant de sol 100% naturel, fabriqué à partir de résidus de bois. Avec sa forte teneur en carbone, il reste des centaines d'années dans le sol. Il peut augmenter le rendement des cultures de 15 à 20 %. Ça les rend plus résilientes face à la sécheresse notamment. Le biochar est maintenant un outil reconnu de séquestration de carbone. Et aussi, le biochar se prête à une variété d'applications industrielles, comme la dépollution d'anciens sites miniers. Les résidus de bois transformés en bioénergie peuvent nous aider à réduire les émissions de gaz à effet de serre de façon substantielle. C'est complètement pété. Donc, j'y vais rapidement. Vous avez vu la capsule sur la biomasse forestière. Je vous explique que ce n'est pas d'hier qu'on s'intéresse à l'énergie des arbres. Moi, j'ai commencé l'université en 81, donc déjà, là, c'était dans l'air de parler de l'énergie des arbres, le méthanol, la cogénération, la biomasse, etc. Le message qui est indiqué là, ben, c'est celui que Mme Gauthier nous a lu en introduction, avec, je dirais, l'introduction ou le contexte là, du groupe le GIEC, le panel sur les changements climatiques. Donc, la forêt fait partie des solutions. C'est un peu un des grands messages qu'on veut vous livrer. Dans le titre, on disait que c'est un outil pour lutter contre les gaz à effet de serre et la biomasse est aussi une opportunité de création de valeur. Donc, ça, c'est ces deux éléments fondamentaux importants qu'on a mis dans le titre de la présentation. Les objectifs du colloque, je regardais dans le fond les 4 objectifs, puis il y en a 2 parmi ceux-là qui m'interpellaient particulièrement. Donc, découvrir les nombreux potentiels de la biomasse comme agent de décarbonisation et de réduction de GES et partager les savoirs actuels de divers experts du domaine. Moi, aujourd'hui, je suis là pour livrer le message du Conseil de l'industrie forestière du Québec, mais dans les 12-13 dernières années, j'ai travaillé activement dans des dossiers de biomasse forestière, donc j'ai eu ma part de recherche, d'analyse, d'études à faire de ce côté-là, donc je vais vous en partager quelques-uns. Ici, c'est un graphique qui est important. En bas, vous voyez que ça date de 2005. Je vais l'agrandir pour vous dans la prochaine diapositive. Mais c'est pour vous illustrer que quand on regarde l'ensemble des pools de carbone, on a en vert en bas la forêt qui pousse, qu'on récolte, qui pousse, qu'on récolte. Et à chaque fois, bien, il y a des produits qui sont générés, une partie des produits qui se décomposent, mais il en reste toujours dans le système, dans les produits de longue durée, pour la substitution ici aussi en jaune. Et de sorte que sur un long horizon, quand on regarde l'accroissement du carbone qui est capté par la forêt et les produits du bois, bien, il y a une tendance à la hausse. Puis si on va ajouter dans ça l'effet de substitution, c'est-à-dire de remplacer les matériaux ou d'éviter les émissions d'autres matériaux plus polluants, c'est là qu'on a un effet encore plus grand de lutte au GES ou de captation de carbone. Et en comparaison à ça, bien, si on regardait une forêt non aménagée, en l'absence de perturbations naturelles, parce qu'il y a de fortes chances qu'on ait des feux, des épidémies, tout ça, mais s'il n'y avait pas de perturbations naturelles, on a une forêt qui se tiendrait là, en équilibre, mais qui, au bout d'un long horizon, n'est pas la solution gagnante pour capter plus de gaz à effet de serre. Donc, ça, c'est l'explication là, que je viens de donner par rapport à dans la construction. Là, le bois, non seulement le bois émet peu, mais dans le bois lui-même, il y a du carbone qui est capté pour des longues périodes et ça évite tout l'effet de substitution. Vous le voyez ici, si on évite de construire en béton ou en acier, bien, c'est ça de gagner aussi là, dans la lutte au GES.
Ici, je vous montre un extrait du rapport du groupe de travail sur la forêt et les changements climatiques, dont vous avez la référence. Dans le plan d'action, les priorités d'action, 4 grandes priorités. Et quand on regarde graphiquement ce que ça peut donner, donc les efforts qu'on peut faire sur la forêt, augmenter le boisement, augmenter la croissance de la forêt, mais d'autres éléments importants sur lesquels on peut travailler, augmenter la récolte de bois marchand, augmenter la récolte de bois sans preneur, augmenter la récupération des résidus de coupe, augmenter la production de produits de bois de longue durée. On pense surtout à la construction, mais vous allez voir qu'il y a d'autres options que celle-ci. Et augmenter la production de bioénergie sous forme de chaleur et biocarburant. Donc, je pense que c'est le thème central du colloque d'aujourd'hui. Je vous ramène aussi à une diapo de 2016, une activité là, qui était le chantier sur la bioénergie dans le cadre du Forum Innovation Bois. Donc, juste pour montrer qu'on a une carte ici avec toutes sortes de voies potentielles, les produits conjoints à la transformation du bois, la biomasse forestière brute, les bois qu'on appelle de CRD, qui peuvent aller dans différentes filières de combustion, de densification, de conversion, etc. Donc, on a dans ça toutes sortes de voies potentielles. Puis, ce que je vais faire dans les prochaines diapos, c'est de choisir quelques voies que je trouve intéressantes là, parmi d'autres. Alors, on y va tout de suite. Le biochar, je m'intéresse au biochar depuis au moins 2017. Il y a un article qui avait été produit avec Mme Suzanne Allaire, que j'appelle Mme Biochar Québec. Je fais un clin d'œil aujourd'hui. Je sais que l'organisation qu'elle a fondée, GECA Environnement, sont sur place. D'ailleurs, j'ai quelques diapos là, qui suivent, là, qui sont tirés avec sa permission. Donc, on montre ici là, la panoplie de marchés potentiels du biochar. Donc, il y a beaucoup de potentialités par rapport à ça. Des utilisations en conditions chaudes ou en conditions froides. Je vais laisser d'autres que moi en parler plus tard dans la journée, mais je dirais l'essor de cette filière-là est vraiment à notre portée parce que vous voyez ici que des grandes organisations de certification dans le monde, VCS, Climate Action Reserve, Puro Earth en Europe, qui rendent maintenant possible, en fait, la production de biochar est admissible à la délivrance de crédit carbone sous certaines conditions. Donc, ça vient donner un avantage additionnel pour encourager cette filière-là, non seulement par la vente du produit lui-même, mais par la possibilité d'aller chercher des crédits carbone. Donc, je pense que c'est un élément, un point tournant, là. Puis, vous voyez les dates 2021, c'est quand même pas des choses, c'est des choses qui datent de très peu. Alors, il y a un changement qui s'amorce par rapport là, à l'utilisation ou le potentiel d'utilisation du biochar. On m'avait demandé de mettre un peu de couleur dans la présentation. Donc, vous avez ici un rapport que j'ai reçu, ça fait moins d'un mois, donc qui est disponible sur Internet aussi, mais pour la valorisation du biochar dans la viticulture, donc tous les producteurs de vin, il y a quand même un potentiel extrêmement intéressant quand on regarde le rapport ici, là, ce que la science dit du biochar en viticulture, puis le marché potentiel. Donc, c'est quelque chose à envisager, là, je dirais. Là, je pense que c'est déjà en place en Europe, mais du côté de l'Amérique du Nord aussi, on a à y jeter un œil intéressé. Je voulais mentionner aussi ce qu'on appelle les black pellets, donc une technologie de Valmet. Valmet est quand même un géant dans l'industrie forestière. Et je trouvais ça intéressant de pouvoir dire qu'avec de l'écorce, avec un procédé d'explosion à la vapeur, on est capable de produire des granules énergétiques. Et d'ailleurs, si je ne me trompe pas, en après-midi ou demain, il y a M. Bourré qui va être un conférencier pour nous parler d'un projet en Europe là, qui est un projet de ce type-là. Ici, je voulais faire, dans le fond, on parle beaucoup de la granule, des granulés au Québec. C'est important de savoir qu'il y a des fournaises à granules qui existent pour les résidences. Dans ce cas-ci, c'est un produit québécois, puis c'est une fournaise qui est bi-énergie, donc granule et électrique. Et on a toutes les poêles aux granules qui rivalisent maintenant d'esthétique. Là, je prenais un exemple de la compagnie Palazzetti italienne, avec la simplicité et la facilité d'opération des poêles à granules. Donc, on a des fabricants de granules de plus en plus au Québec. Puis, je voulais faire un petit coup de clin d'œil ici aux îles de la Madeleine que vous reconnaissez. Donc, on parle beaucoup de remplacer l'énergie faite au mazout produite à partir de centrales au diesel, je dirais, là, sur les îles de la Madeleine. Ici, une grande partie de l'énergie est utilisée pour faire de la chaleur
pourquoi pas penser de s'équiper de poêles à granules ou de systèmes à granules pour chauffer les îles en hiver. Ici, je vais passer rapidement, mais comme on est dans le giron en Gaspésie, à proximité de l'usine de mécanisme, je trouvais ça intéressant de parler du bio-béton, du bois-ciment, du béton léger. Donc, il y a toutes sortes d'applications possibles ou à développer où on peut combiner, je dirais, là, le ciment Portland, qui se trouve être le liant, avec des particules de bois pour faire des produits de briques ou de pavés qui sont plus légers que ceux qu'on connaît. Je donne des exemples ici. Donc, c'est une technologie, vous allez voir les hyperliens, mais des produits qui n'ont pas encore levé, mais qui ont été développés du côté de la Nouvelle-Zélande. Et ici, du côté de la France, on a des produits, déjà, on vend en sac là, des produits de béton léger, donc des granulats qui incorporent de la biomasse avec du ciment. Et pour des ouvrages plus costauds, on voit ici des écrans acoustiques qui sont fabriqués en béton léger. Ça aussi, c'est peut-être l'avenir. On voit Stora Enso, qui est une grande compagnie, une compagnie majeure du côté de l'Europe, compagnie forestière, qui est en train de développer l'ignode, donc un produit qui va servir à fabriquer des anodes pour les piles. Donc, quand on parle du Québec comme un pôle pour les énergies vertes, l'hydroélectricité, les véhicules électriques, on a un autre élément ici, là, la possibilité de pouvoir fabriquer des piles avec du carbone, avec du charbon fait à partir de la biomasse forestière. Donc, c'est une autre option, possibilité. On parle beaucoup de l'hydrogène. Je pense que l'hydrogène, ça peut venir, mais c'est encore loin. Ça aussi, c'est dans la même, je dirais, dans le même échéancier. Là, il y a des choses qui se développent là-dedans qui sont à regarder du côté des piles. Un petit détour pour parler ici d'un rapport qui vient d'être produit du côté du ministère Énergie et Ressources, donc un inventaire de la biomasse. Je vous en parle rapidement. C'est un rapport qui est assez volumineux. On regarde un peu c'est quoi le potentiel des biomasses forestières dans tout ça. Quand on regarde le graphique ici, là, ce qu'on a du côté des résidus de transformation ou des résidus forestiers, on a quand même là, à peu près les trois quarts du potentiel technique de biomasse. Par contre, il y a une bonne partie qui provient des résidus de première transformation. Il faut faire attention de ce côté-là. Les résidus de première transformation, souvent des copeaux de bois, peuvent avoir aussi d'autres usages. Donc, ça fait partie de mon message aussi. Faisons attention là, dans les différentes filières là, de ne pas tuer des filières importantes, intéressantes, là, comme celle de la filière papetière est en déclin, mais la filière de panneaux est toujours là. Et quand on regarde les produits de transformation dans les usines, on s'aperçoit que c'est beaucoup des copeaux, 58 %, alors que les écorces comptent pour 24 % là, dans le chiffre dans la tranche que vous venez de voir par rapport aux résidus, aux coproduits de la transformation primaire. Ici, par rapport, moi je dis souvent, de la biomasse, on en a tant qu'on en veut, c'est une question de coût. Et dans ce rapport-là, on a tenté d'estimer des coûts de biomasse. J'ai certaines réserves par rapport aux approximations qui ont été mises ici. Alors, je dis, c'est à interpréter avec une grande précaution en fonction de la nature de la biomasse. L'écorce puis les copeaux, ça ne sera pas vendu le même prix. En fonction des quantités. Peut-être que on a coché ici dans les cases les moins coûteuses, mais il n'y a peut-être pas des grandes quantités disponibles à ces coûts-là. Et les distances de transport et la compétition qui peut exister pour d'autres ressources. Donc, je mets un bémol sur cette étude-là en disant faisons attention là, avec les informations, même si elles sont récentes. Là, mon expérience me dit qu'il y a des éléments qui sont peut-être sous-estimés au niveau des coûts. Ici, je voulais revenir sur 2008. Là, c'est l'année où j'ai commencé à faire des présentations sur la biomasse. Et c'était aussi l'année où le premier numéro du Canadian Biomass est paru. Donc, on remonte à 2008. Et il y avait justement un article sur une entreprise qui s'appelle Cyclophore, une entreprise d'Abitibi, qui a développé un mode de récupération de la biomasse au terrain qui est un peu différent de ce qu'on connaît déjà. Donc, la question, ce n'est pas de mettre en copeaux les résidus de coupe en forêt, mais plutôt de les ramasser, de les compacter dans une espèce de réservoir
Et une fois que ces deux bins, ces deux réservoirs sont pleins, un camion les amène à l'usine. Donc, je voulais revenir là-dessus parce qu'il va y avoir un potentiel important là, avec ce qui se passe au niveau de la tordeuse des bourgeons d'épinette au Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, entre autres, avec les feux de forêt, les chablis. Donc, on a là une opération qui permettrait de récupérer une bonne partie de ces volumes-là et en même temps de faire un déblaiement ou une préparation de terrain. Si on va dans la suite de la filière, je dirais, de cyclophore, bien, eux autres, rendus à l'usine, ils ont une espèce de système qui permet d'écorcer, de déchiqueter, de trier donc les différents produits issus de la biomasse. Donc, ça permet de donner la meilleure valorisation possible à chacun des produits. Il existe naturellement d'autres produits là, européens pour traiter la biomasse en forêt. On en voit ici. La compagnie Brooks est une compagnie, un des chefs de file aussi en cette matière-là. Alors, je m'arrête là-dessus. Les mots de la fin, ben, je veux rappeler les messages qui ont été lancés en début de présentation. Le Québec fait une gestion durable de sa forêt. La biomasse et les bois récoltés et transformés génèrent des retombées positives pour les communautés forestières et pour l'État. L'aménagement forestier durable, encore mieux que la conservation, contribue à la séquestration de CO2 en créant de nouveaux puits de carbone grâce à la croissance des arbres. Le carbone des arbres récoltés ne disparaît pas. Il est transféré dans le réservoir des produits du bois. La fabrication de produits de longue durée avec du bois ou de biomasse, peu importe la forme, maintient le carbone hors de l'atmosphère et atténue le réchauffement climatique. L'utilisation du bois en remplacement de matériaux de construction à forte empreinte carbone entraîne des réductions mesurables et notables des émissions de GES. La substitution des combustibles fossiles par les diverses formes d'énergie tirées de la conversion de la biomasse contribue aussi à améliorer le bilan des GES et de nouvelles opportunités de création de valeur à partir du bois et de la biomasse résiduelle sont à portée de main. Elles doivent s'inscrire en additionnalité dans la filière sans déstructurer l'assise industrielle qui est déjà en place. Et comme dernière diapo, je ne peux pas m'empêcher pour un petit retour en arrière pour montrer qu'en 1995, on brûlait des aires débranchage après la récolte de peuplements feuillus et on en était fiers parce que ça permettait de récupérer de l'espace pour la mise en terre des plants, puis ça permettait aussi de donner je dirais un coup d'œil esthétique un peu plus intéressant. Mais aujourd'hui, je pense que ça serait pas mal moins populaire de mettre le feu aux aires débranchage, là, comme on le faisait avec fierté, je dirais, là, il y a une vingtaine d'années. Alors, merci tout le monde.